Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. La coordination des associations de presse se mobilise après le rejet de la demande de liberté provisoire du journaliste Papa Alignon. La CAP appelle à une mobilisation citoyenne pour la libération du journaliste d'investigation et a organisé ce matin un troisième conseil des médias pour exiger la remise en liberté du patron de Dakar Média. Mauvaise gestion du fonds force Covid-19, le Premier ministre s'explique devant la société civile. Amadouba a donné à la société civile des garanties quant au respect des recommandations des magistrats de la Cour des comptes. Les organisations de la société civile exigent des délais de réaction raisonnables. Et puis ces derniers temps, les camions sont impliqués dans des accidents de circulation mortels, des défaillances techniques de 6 poids lourds indexés. Les conducteurs de camions rejettent cette thèse et s'expliquent dans cette édition. Et en fin de journal, vous aurez la rubrique découverte. Elle nous mène ce soir au village de Kagité où la vie s'est arrêtée à 17h il y a quelques semaines à cause de l'instabilité dans le sud du pays. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, refus d'une liberté provisoire pour Pape Alignon. La coordination des associations de presse compte faire face. C'est l'appel à une mobilisation citoyenne pour la libération du journaliste. La CAP et plusieurs autres organisations étaient ce matin à la maison de la presse Babacar Touré pour un troisième conseil des médias. Mamadou Dia et Mafalfal nous font le compte rendu. La libération du journaliste Pape Alignon doit être un combat de principe pour les journalistes, aux yeux de l'ancienne secrétaire générale du SYNPICS. Diatou Cissé note des amalgames dans certaines positions et invite la corporation à une dynamique d'ensemble afin de mener un combat sans dispersion. mooy ne dañuy toll foo xam position de principe dafa am xam nga lan la ku fi toog ci plage bi gis kuy lab doo fa nekk naan ko fàqmaan nga wala bandi nga wala yéefar nga wala jullit nga wala catholique nga danga koy may loxo ba ñu réanimer ko ba indi ko ci berge bi yeneen considération koy am nga ko développer. La qualité de journaliste de Pape Alignon ne souffre d'aucun doute, selon Reporters sans frontières. L'organisation exige plus que jamais la libération du directeur de publication de Dakar Matin. Pour nous, Pape Alignon est un journaliste d'investigation. Il travaille où? Il travaille au Sénégal, il a un média reconnu, il vit de son travail. Et dans ce cadre-là, nous considérons que Pape Alignon est un journaliste. Sa détention continue depuis pratiquement 2 mois et devient arbitraire. Et nous avons estimé nécessaire de demander aux autorités sénégalaises, notamment la justice, de le libérer. Le journaliste mal en point, sa libération plus que nécessaire d'après ses confrères, ils en appellent à la clémence de l'État. bi loi jox état mu téye ko ci loxoom état defante état day dëggu day arrondir day jéggale day yar par la pédagogie mais pas toujours par la chicotte. Admis à l'hôpital principal, Pape Alignon subit les conséquences d'une grève de la faim. Ses confrères et le FRAPP souhaitent tenir une manifestation devant l'hôpital samedi pour toujours sa libération. Libéré, Pape Alignon, libéré. Et puis l'ancienne première ministre Aminata Touré demande une audition publique collective de l'inspection générale d'État des 3 présidents du Conseil économique, social et environnemental accusés d'avoir détourné plus de 2 milliards de francs CFA par l'IGE, a désormais opposante au régime de Macky Sall estime que cette information est fausse et a pour seul but de porter atteinte à son honorabilité. La députée a réagi à travers un communiqué qui nous est parvenu ce 4 janvier. Puis le coordonnateur de Mimi 2024 a aussi réagi. Voici ce que Cheikh Bassirou Dia dit au téléphone de Miki Maram Ndiaye.
informations totalement fausses, ayant pour seul but de porter atteinte à son honorabilité et par la même occasion créer un contre-feu à la gestion scandaleuse des 1000 milliards contre Covid. Madame la Présidente Aminata Touré a également demandé pour clarifier cette information totalement fausse, qu'on puisse organiser une audition publique collective et initiée par l'inspection générale d'État des 3 présidents du Conseil économique, social et environnemental nommé par le président de la République Macky Sall, à savoir Mme Aminata Tall et elle-même, Mme Aminata Touré, et l'actuel président Idrissa Seck qui est au poste depuis 2 ans, 2 mois. Bon, cette solution collective permettra aux Sénégalais de savoir comment chacun d'entre ces 3 présidents qui a été élu par le président Macky Sall depuis son accession au pouvoir en 2012, comment ils ont géré le Conseil économique, social et environnemental. Et sans doute, tout le monde saura que depuis, lors de son passage au niveau du Conseil économique, social et environnemental, Mme Aminata Touré a géré de manière transparente le Conseil économique, social et environnemental, mais également de manière sobre et vertueuse cette institution-là de notre État. Le Premier ministre a rencontré hier mardi plusieurs organisations de la société civile. Amadou Ba s'est expliqué sur la gestion du fonds Force Covid-19. Le chef du gouvernement rassure que le gouvernement va exploiter le rapport de la Cour des comptes. Amadou Ba n'a cependant pas donné de délai pour l'exploitation de ce rapport. La société civile a pris acte et exige le respect de cette promesse dans les plus brefs délais. Aliou Sow et Barasso. Le Premier ministre et quelques membres de son équipe passent à la société civile. Ordre du jour, le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Force Covid-19. La question de ces rapports et les recommandations qui sont contenues dans ce rapport de la Cour des comptes doivent faire l'objet d'une prise en charge très très vite par les services compétents, par la justice sénégalaise. Des doléances bien entendues par le Premier ministre. Amadou Ba assure que le gouvernement va exploiter le rapport. Le gouvernement va exploiter le contenu du rapport et non pratiquer le déni. La Cour des comptes a mis le temps qu'il fallait pour analyser et formuler des recommandations. Le gouvernement exploite le rapport en vue de le mettre en œuvre de la meilleure manière dans une ligne de temps cohérente. Un rapport qui sera certes exploité, mais le gouvernement n'a pas donné de délai précis. Et nous veillerons au plus vite. Ils n'ont pas donné de délai. Veillons à voir ce qui va être fait dans les plus brefs délais. Sinon, le peuple est là. Ce peuple qui s'est rassemblé à la place de la nation, il est encore là et il est encore déterminé à se battre pour que suñuy milliards ñu kokki ko. Au sortir de cette rencontre de plus de 5 heures, des membres du collectif pour la libération des détenus politiques ont manifesté pour demander la libération de Pape Alé Niang. 3 d'entre eux ont été arrêtés. La société civile a aussi demandé la libération de détenus politiques. Aliou Sané et ses camarades ont également mis en garde le président Macky Sall contre toute tentation à une 3e candidature. Écoutons-le. Il n'y a pas une seule organisation qui a pris la parole sans demander la libération de tous les détenus politiques et de tous les prisonniers d'opinion actuellement, mais aussi du journaliste Pape Alé Niang. Ça a été une question centrale et ça a été une demande forte et ça a été une exigence exprimée pour la libération de tous ces otages, que ce soit d'opinion et politique. Et pour terminer, on ne pouvait pas avoir une telle rencontre sans faire passer un message, sans adresser un message au président de la République à travers le Premier ministre et le ministre de la Justice pour lui dire que jàmm gën 3e mandat. Parce que l'autre facteur de stabilité dans ce pays, à partir de là jusqu'aux élections, c'est que le président Macky Sall aussi qui respecte la Constitution, qui respecte la parole donnée, et même le ministre Ismaïla Madior Fall qui est là, on lui a rappelé le travail qu'il a fait dans cette réforme de la Constitution pour verrouiller le mandat. On lui a rappelé toutes les vidéos qui existent sur les réseaux sociaux et partout dans le monde où il dit clairement que nul
nul ne peut prétendre à plus de 2 mandats consécutifs au Le Sénégal. président du mouvement Gumsa Bop, lui, reste convaincu qu'aucune suite ne sera donnée aux recommandations des magistrats de la Cour des comptes. Bougane Gueye Dany regrette aussi les divergences notées au sein de l'opposition. Le président directeur général du groupe des médias a organisé une conférence publique ce matin. Abdourahmane Ly et Moussa Dia pour le compte-rendu. Bougane Gueye Dany s'attaque au président de la République et à son gouvernement. Sur le rapport de la Cour des comptes, il se dit convaincu que cette suite annoncée est juste utopique. Si vous allez sur le rapport à la page 98, vous allez vous rendre compte que l'actuel ministre des Finances est quand même épinglé par ce rapport. Ces sanctions annoncées, ces poursuites annoncées, nous n'allons pas le jour. D'ailleurs, le ministre de la Justice a donné le ton en disant qu'il ne va poursuivre personne parmi les autorités ou les personnalités incriminées. Sur le TER, ensuite, le leader de Gumsa Bop enlève son costume de journaliste et emprunte celui d'un mathématicien pour expliquer que cette infrastructure a engendré plus de pertes que de bénéfices. Le Sénégal perd pour le TER au moins 85 milliards par an. Nous avons des annuités à payer autour de 40 milliards. La gestion de l'infrastructure est confiée à CETER pour 60 milliards. Ça fait 100 milliards. L'ensemble des recettes de ticketing, c'est 15 milliards. Faites le calcul. C'est 85 milliards de pertes. Une opposition dans l'opposition. Bougane Gueye Dany reconnaît le phénomène et invite à des combats de principe. Ceux qui étaient dans l'opposition ont aujourd'hui rejoint le pouvoir et vice-versa. C'est dire que je ne peux pas réfléchir comme ces politiciens. Par contre, je pense qu'on peut bien se retrouver pour des combats de principe. Candidat à la présidentielle de 2024, Bougane Gueye Dany a décliné une partie de son programme devant les journalistes. Menace de mort contre un professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée Seydina Ali Mamoulaye. Les collègues de l'enseignant ont organisé une assemblée générale pour statuer sur le sort de l'élève qui a menacé de mort son enseignant Amadouba. Professeur d'histoire géo nous explique tout au micro de Boudane Diadji. Vous savez, en réalité, il y a donc un problème d'éducation. C'est comme donc le disait Birago Diop, c'est la maison qui éduque. C'est la maison qui éduque et malheureusement, on constate que donc les parents n'ont plus donc le temps pour leurs enfants. Et malheureusement, donc les enfants sont éduqués par la rue, mais aussi également par les médias. Et cela pose donc un réel problème. En plus que je crois que donc aujourd'hui même donc à l'heure actuelle, on doit faire donc une AG au niveau du lycée, suite donc à des menaces de mort de parents d'élèves, je dis bien de parents, donc d'une mère et de son fils, envers donc un enseignant qui a donc leur élève en cours de SVT. Je crois que ça reflète donc, n'est-ce pas, donc le niveau donc dans lequel nous sommes en matière d'indiscipline. Parce qu'au niveau des Diola, ils disent que l'enfant, c'est donc l'ambassadeur de sa famille. Et malheureusement, quand on voit donc une mère, donc un frère, avoir de ces comportements, je crois que ça montre que le pays est donc en danger. Concert de casseroles ce matin à Ziguinchor. Il a été initié par les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ressortissants de Ziguinchor. Ils continuent de réclamer le renouvellement de leur contrat de location de l'immeuble qu'ils occupent à Dakar. Ils menacent de paralyser le système éducatif si le maire Ousmane Sonko ne réagit pas. Écoutons Mamadou Badji, président du mouvement des élèves de Ziguinchor au micro d'Assanba. Alors, on est là pour exprimer notre mécontentement face à la décision qu'a prise la municipalité, celle de rompre le contrat de bail des étudiants de Dakar. Ils sont en train de faire savoir à la population qu'en réalité, ils ne sont pas obligés de payer cet immeuble, ils ne sont pas obligés de soutenir les étudiants. Autant que je peux le dire, la municipalité, qu'elle soit obligée ou pas, moi ce que je sais c'est que le maire Ousmane Sonko et son équipe, ils n'ont pas le droit de prendre des décisions qui vont mettre en péril ou bien en danger l'avenir de la jeunesse ziguinchoroise, l'avenir des étudiants ziguinchorois qui sont à Dakar. Ils sont obligés de prendre des décisions qui vont dans le sens de défendre les intérêts de la commune. La question que je leur pose et qu'ils n'auront jamais de réponse valable à cette question, c'est quel est l'intérêt de la commune de Ziguinchor dans la rupture de ce contrat? Si aujourd'hui le maire soit obligé ou pas, mais quand il prend une décision, que nous on sait que c'est les fils de Ziguinchor qui vont périr sur cette décision-là, nous allons nous lever et nous allons lutter contre ça. Actuellement, tant qu'ils n'ont pas renouvelé ce contrat,
nous n'allons pas retourner à Dakar et il n'y aura pas de cours à Ziguinchor. Que les gens ne nous disent pas que c'est nous qui empêchons aux élèves de faire cours ou aux étudiants de faire cours. Ça dépend du maire. Quand il renouvelle le contrat, on rentre à Dakar. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. On a mené toutes les méthodes de tentation, de médiation possibles. On a rencontré Honorable Guy Marius Sagna et Aminata Sidibé. C'est le maire même Ousmane Sonko pour discuter de la question depuis que le problème a eu lieu. Ils nous ont dit qu'ils vont nous soutenir, mais depuis lors, il n'y a aucune suite. Nous avons eu à rencontrer l'imam, le chef de Ziguinchor, Imam Ratib, qui a fait aussi des démarches, qui a interpellé le gouverneur. Le gouverneur, à son tour, qui a appelé le maire. Et le maire, jusqu'à présent, n'a pas réagi. On était venu ici durant les vacances rencontrer ses adjoints et son directeur de cabinet. Ils nous ont prêté la sourde oreille parce que depuis cette rencontre, il n'y a eu aucune suite. Quand on est retourné à Dakar après la reprise des cours, on est revenu encore les rencontrer. Il n'y a aucune suite. On est allé jusqu'à chez le maire Ousmane Sonko à Dakar, à Cité Keur Gorgui, pour qu'il nous écoute. Ces gardes n'ont rien d'autre trouvé à nous dire qu'on est des nervis, on est venu attaquer notre maire. On leur a fait savoir qu'on est là juste pour parler avec notre grand frère. Parce qu'après tout, c'est Ziguinchor qui... Parlons à présent des accidents de circulation. Plusieurs ont été enregistrés depuis le début de la semaine. Des accidents mortels impliquant les camions gros porteurs. Des défaillances techniques de ces vieux camions seraient, pour certains, la cause de ces accidents. Une explication que les conducteurs de camions refusent d'entendre. Selon eux, les camions sont en bon état car aucune défaillance n'est détectée lors de la visite technique. Ami Diouf en a rencontré quelques-uns. Voyons son reportage. Nord Foire, en face, des camions occupent un terrain qui sépare les cités Keur Damel et Magistrat. À certaines heures, difficile d'emprunter cette voie à cause des bouchons. Très souvent impliqués dans des accidents de circulation, les camions présentent parfois des dysfonctionnements techniques. Selon Daouda Seck, d'expérience, le gros porteur est dans un état normal avant le départ, mais que c'est en plein trajet que surviennent les problèmes. Un camion comme un particulier peut faire un accident. C'est juste que quand un problème technique arrive en cours de route, là, le chauffeur n'y peut rien. Si ça arrive brusquement, des fois, mais nous nous assurons toujours d'avoir un camion avec un bon état technique avec l'appui de nos mécaniciens. Et chaque année, nous passons aussi la visite technique. Une thèse appuyée par ce conducteur qui a une fois vécu cette situation complexe. Il affirme qu'il est difficile pour un conducteur de camion de garder son sang-froid en de pareilles circonstances. Cela m'est arrivé une fois. Je conduisais avec vitesse, mais c'est mon expérience et mon sang-froid qui m'ont aidé. Et pourtant, j'avais bien vérifié l'état du véhicule avant mon départ, comme je le fais d'ailleurs chaque fois. La vieillesse des moteurs n'explique pas les accidents. Le problème est ailleurs, explique ce mécanicien. Souvent, le camion Les accidents impliquant les camions connaissent le plus souvent une issue fatale. Et ce n'est pas parce que la voiture est vieille, car la plupart des camions ont des pièces neuves. C'est juste la carrosserie qui est vétuste. Ce mardi, un violent accident sur la VDN a coûté la vie à un chauffeur et blessé plusieurs personnes. Et puis ce week-end à Louga a eu lieu la 22e édition du Festival international de folklore et de percussion. Et comme chaque année, il a été décentralisé. La commune de Léona était à l'honneur pour cette édition. Une décentralisation qui a permis la réalisation de plusieurs infrastructures routières dans la commune. Plusieurs villages de la commune de Léona ont été ainsi désenclavés. C'est Koudialo. Un festival de spectacles vivants, rendez-vous de la culture, rendez-vous du donner et du recevoir. Bien sûr, le FESFOP, c'est la culture, mais derrière ce concept, il y a toute une manière de voir les choses, une manière d'apprécier nos différences. Nous sommes riches de nos différences. La décentralisation du FESFOP a permis de réaliser un certain nombre d'infrastructures de base à Makamor-Madiké, c'est dans la commune de Léona. Il y a de cela 2-3 ans et plus même, ce village mère, oui, faisait partie des villages les plus enclavés du monde rural. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que l'avènement de cette piste a permis
de désenclaver ce village. Aujourd'hui, le désenclavement est rangé dans le tiroir des souvenirs. Ces populations demandent également qu'avant la prochaine édition, que l'eau coule en abondance et en qualité dans les villages environnants. L'eau potable, oui, nous tous, nous savons que l'eau, c'est la vie. Donc, on ne peut pas vivre sans eau et sans eau potable aussi. Donc, nos chères autorités, nous vous implorons davantage de nous offrir encore des forages, si possible. Les partenaires belges ont déjà investi plus de 60 millions dans la réalisation d'adductions d'eau et de nouveaux projets sont prévus pour 15 millions de francs CFA. Kagiti, un village où la vie s'arrêtait il y a quelques années à 17h à cause de l'insécurité due à la crise casamançaise située dans la commune de Niassia, non loin de la frontière avec la Guinée-Bissau. Le village a connu les affres de la guerre. Les habitants ont plusieurs fois fui les combats. Kagiti porte encore les stigmates du conflit. Hassan Ba et Daouda Sambou nous amènent à la rencontre de ce village. Kagit, ce village frontalier à la Guinée-Bissau, a payé un lourd tribut de la crise casamançaise. Malgré sa position géographique enviable et ses nombreuses ressources, le village peine à se départir des séquelles et stigmates du conflit. Au moment de pic de la crise, les habitants étaient sommés par les combattants du MFDC de quitter le village. On a suivi beaucoup de difficultés. Premièrement, ils nous disaient de quitter le village. Ils venaient, viennent, on trouve des tracts dans le village, on nous dit de quitter. Ici, c'est un champ de bataille. On lit les tracts, bon, nous aussi on a imposé. On a dit non, on ne peut pas quitter. Kagit pour aller, on quitte Kagit pour aller où? Où est-ce qu'on va rentrer? Où est-ce qu'on va? Nous, on quitte, nous sommes tous. Mais Kagit finit par céder après des accrochages meurtriers dans le village entre l'armée et les combattants du MFDC. Nous sommes en 1992. Les habitants étaient obligés de fuir la violence des combats. Kagit devient alors un village fantôme. On est allé jusqu'à les années de 92. C'est à ce moment-là qu'on a eu des grandes difficultés parce que l'armée et le MFDC sont rencontrés ici dans le village. Il y a eu une bataille. Le lendemain, que tout le village a quitté. Tout le village est parti. D'autres en Guinée, d'autres en Gambie, d'autres à Ziguinchor, d'autres à Oussouye. À leur retour, ils étaient tous rassemblés au quartier de Missira pour plus de sécurité et la vie s'arrêtait à 17h dans le village. Parce qu'il y avait le problème. À 17h, à 18h, on mange. À 17h, tout le monde chacun rentre dans sa maison. Là où on s'est rencontrés, parce que nous tous, quand on est rentrés, nous sommes allés à Dabokoul, à Missira. C'est là-bas qu'on s'est réunis. On nous a dit de ne pas vous séparer, de ne pas vous disperser. Oui. C'est pour nous contrôler, pour nous sécuriser, il faut qu'on reste ensemble. Nous sommes allés rester ensemble. Mais à 17h, on est dans la maison. Kagit était le plus gros village de l'arrondissement de Niassia et accueillait le plus grand marché hebdomadaire en Casamance où on retrouvait des commerçants qui venaient de l'intérieur du pays et de la sous-région. Kagit, qui était un village carrefour, a aujourd'hui tout perdu. Même pour rallier cette localité, c'est la croix et la bannière à cause de l'absence de routes praticables. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.